Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. Les informations à la une de ce mercredi 5 avril 2017. En Somalie, au moins 7 personnes sont mortes suite à un attentat à la voiture piégée dans le centre de Mogadiscio. Au Bénin, les députés ont finalement voté contre le projet de loi de révision de la Constitution porté par le gouvernement du président Patrice Talon. Et enfin, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila nommera un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures et promet le respect des modalités de l'accord de cogestion signé le 31 décembre dernier. Bonsoir à tous. Les autorités somaliennes rapportent la mort d'au moins 7 personnes suite à une explosion ce mercredi. Une voiture piégée est à l'origine du drame qui aurait également fait plus d'une dizaine de blessés dans le centre de la capitale Mogadiscio. La zone a depuis été bouclée par la police. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les islamistes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener des opérations de guérilla et des attentats suicides à Mogadiscio. Ils sont rassemblés dans des zones rurales du pays qu'ils contrôlent depuis que l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, les a chassés de la capitale en 2011. Au moins 7 personnes ont été tuées, mais je ne sais pas exactement combien de personnes ont été blessées. Mais nous en parlerons plus tard. Le véhicule qui a explosé était une voiture de luxe de marque Toyota, remplie d'explosifs et garée dans un restaurant en face du ministère de la Jeunesse et des Sports de la Somalie. Au Bénin, contre toute attente, les députés ont voté mardi contre le projet de loi portant révision de la Constitution. Un projet formulé par le gouvernement du président Patrice Talon. Le rejet a été entériné par le vote d'une minorité de blocage au grand bonheur des manifestants anti-révisionnistes massés à l'extérieur du Parlement. Romuald Vissot pour les détails. Rejeté à une large majorité. Eh bien, le peuple a gagné. Scène de joie sur l'esplanade du Parlement béninois. Les manifestants qui dénoncent une révision à la va-vite de la Constitution jubilent parce que la minorité de blocage a fait échec à la prise en considération du projet de loi portant modification de la Constitution. Sur les 83 députés, 60 ont voté pour en brandissant le bulletin vert, 22 contre avec le bulletin rouge et un seul a voté abstention avec son bulletin jaune. Dès lors, les 3/4 des parlementaires ne sont pas réunis pour que les députés reçoivent le projet de loi pour l'examiner. Il faut désormais que nous puissions ranger ce projet et nous consacrer davantage aux choses essentielles, aux choses importantes, à ce qui concerne l'éducation, à ce qui concerne la qualité de l'eau, à ce qui concerne la vie dans les milieux ruraux, à ce qui concerne la question de l'emploi des jeunes. Vous savez, les pays qui se respectent, le président est toujours jugé ou jaugé en fonction de la courbe du chômage. Il faut désormais que nous puissions aller dans ce sens. Ce n'est pas une manière de dire que nous n'avons pas besoin de changer la Constitution. C'est un besoin fondamental. Seulement, les priorités du moment ne font que, naturellement, les gens ont exigé qu'il y ait plus d'attention vers la vie publique. Après, ça va venir. Déçu, le porteur du projet prend acte de la décision prise par les représentants du peuple. Pour lui, le président Talon a tenu à sa promesse et tirera leçon de cet échec. Même si nous sommes fortement convaincus qu'il faut réviser notre constitution. Je pense qu'à un moment donné, ce peuple réussira à le faire. Peut-être pas de notre temps, peut-être bien que oui, de notre temps aussi. Et donc, chacun appréciera le moment venu. Patrice Talon et son gouvernement pourront revenir à la charge dans 3 mois avec le même projet de loi ou une nouvelle mouture. Les députés constituant la minorité de blocage aviseront. Ils disent à qui veut les entendre qu'ils sont prêts à accompagner le gouvernement dans ces initiatives. Vous ne le saviez probablement pas, mais le continent africain est l'un des plus touchés par le réchauffement de la planète. Si la première cause connue en est les économies développées, l'Afrique, elle aussi, a également sa part de responsabilité. Un exemple sur le continent, la déforestation qui menace de nombreux écosystèmes. C'est fort de ce constat que le premier économiste forestier de l'Afrique centrale a décidé de tirer la sonnette d'alarme. Henri Djombo, un ancien ministre de l'économie forestière du Congo et actuellement ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a évoqué avec ses pairs les secrets de la réussite de son pays dans le domaine de la préservation du couvert forestier. Seul 0,8% du bassin forestier du Congo est en effet prélevé chaque année. Cela représente 17 000 hectares par an.
Pour mieux décrypter ses conseils, Henri Djombo a écrit « Les cris de la forêt », une pièce théâtrale dans laquelle il met l'accent sur les méfaits de la déforestation. Je sensibilise la population, l'opinion en général, à la préservation des forêts. C'est au Congo que nous avons mis au point pour la première fois au monde le clonage des arbres, en particulier de l'eucalyptus. Et cette technique a révolutionné les plantations mondiales de forêts. Et le premier à en profiter a été le Brésil. Ensuite, le Portugal, l'Afrique du Sud, l'Argentine, aujourd'hui la Chine qui réalise des programmes à très grande échelle en passant de 3 à 6 millions d'hectares de plantations annuelles. C'est vraiment le champion du reboisement mondial, mais sur la base des techniques importées de Pointe-Noire. Cela peut donner la mesure justement de la capacité de l'Afrique à partager avec le reste du monde. Les pays qui déboisent massivement et qui ne replantent pas vont vivre la situation décrite dans la pièce de théâtre, où il y aura la sécheresse, il y aura la famine, il y aura la désertification, il y aura, on manquera de tout, la pauvreté va s'installer fortement et on n'a pas besoin de ça. Il ne s'agit pas là d'un développement durable, il s'agit plutôt de l'inverse. Au Mali, les enseignants sont en grève. Le mouvement se durcit au niveau des universités où, après 2 précédents arrêts de travail de 48 heures et de 72 heures, les professeurs ont décidé mardi d'entrer en grève illimitée. À la base de cette prolongation, 7 points de revendication qui n'ont pas été satisfaits lors des dernières négociations du 30 mars. Loin d'avoir avancé, les discussions sont aujourd'hui au point mort, voire même en recul, d'après le SNESUP, le syndicat qui a appelé à la grève. Outre l'adoption d'un nouveau statut d'enseignant-chercheur et l'intégration dans la fonction publique des contractuels qui sont aujourd'hui payés sur les budgets autonomes des universités, les professeurs maliens réclament l'application d'un accord signé le 13 mai 2016. Le document, qui n'a jamais été mis en œuvre, prévoyait l'harmonisation des salaires des enseignants maliens avec ceux de leurs homologues des pays voisins, au Niger et au Burkina Faso. Les professeurs maliens déplorent que leurs salaires soient par exemple 2 fois moins élevés en moyenne que ceux des enseignants-chercheurs nigériens. Grève également en Côte d'Ivoire où le collectif des syndicats pour le paiement du stock des arriérés a entamé à partir de ce mercredi un arrêt de travail de 72 heures sur le territoire national. Leur revendication principale, obtenir le règlement des salaires impayés des fonctionnaires ivoiriens, estimés à plus de 249 milliards de francs CFA. Désolidarisés de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public et de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ces travailleurs ont soutenu avoir obtenu ce premier jour un suivi satisfaisant de leur mot d'ordre de grève. Parallèlement, l'enseignement a été très perturbé dans les établissements de certaines localités du pays, notamment à San Pedro. Dernière ligne droite avant les élections législatives gambiennes jeudi et dont les premiers résultats devraient être connus dès le lendemain. 48 des 53 députés du Parlement seront choisis par 886 000 électeurs gambiens avec un mode de scrutin propre au pays, le vote avec des billes à la place des bulletins de vote et des bidons de couleurs différentes pour servir d'urne. Les 5 députés restants seront élus par le président Adama Barrow. Depuis la déchéance en janvier dernier de Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie pendant 22 ans, le paysage politique du pays a beaucoup changé. Plusieurs dizaines de candidats de formation de la nouvelle majorité présidentielle figurent parmi les 239 candidats présentés au total. Autre changement majeur, sous la présidence de Yahya Jammeh, les lois provenaient le plus souvent de l'exécutif avant d'être envoyées beaucoup plus tard à l'Assemblée nationale pour être enregistrées par les parlementaires si jamais elles l'étaient. Eh bien, désormais, les nouveaux députés ne seront plus subordonnés à l'exécutif. De nombreux électeurs qui voteront jeudi de 8h à 17h locales sont pleins d'espoir quant à un changement au sein de l'Assemblée nationale. I'm pretty sure it's going to be different from the previous ones.
Je suis certain que ces élections seront différentes des précédentes à cause du changement de régime. Les gens sont désormais libres et n'ont plus peur d'exprimer leurs opinions comme auparavant. Aller au Parlement, ça me donnerait l'opportunité de réviser la Constitution pour les médias et d'autres très mauvaises choses en matière de droits de l'homme. Les gens utilisent les réseaux sociaux car ils pensent qu'en faisant cela, ils peuvent enterrer le parti. Mais je vous le dis, avec le développement que le parti a créé durant des années, personne ne peut enterrer l'APRC. Nous sommes là pour rester pour toujours. La Côte d'Ivoire accueille du 8 au 16 avril prochain la 13e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Objectif du FICAD, faire passer le message qu'il n'y a pas de développement sans culture. Cette année, le festival est consacré à la jeunesse et aux rois et chefs traditionnels. Les festivités se dérouleront dans le cadre de la célébration de la fête chrétienne de Pâques. La religion chrétienne célèbre dimanche 16 avril prochain la résurrection de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, ce moment hautement spirituel présente une coloration particulière chez les populations du Grand Centre qui se retrouvent pour parler de développement et vivre leurs us et coutumes. Et les initiateurs du FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daoukro, veulent enrichir à leur manière ces moments importants du peuple baoulé du 8 au 16 avril 2017 dans la ville natale de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, autorité morale de l'événement dont la 13e édition accueille des représentants d'autres pays, notamment le Cameroun, le Ghana et la RDC, la République démocratique du Congo. Le FICAD est un cadre d'expression culturelle qui promeut la diversité des expressions culturelles. Cette vision converge avec les objectifs de l'UNESCO qui soutient qu'aucun développement ne peut se faire sans la culture. Aujourd'hui, c'est très important que la cohésion sociale, les attributs, les missions du chef soient clairement définis pour que nos chefs qui sont aujourd'hui nos premiers responsables des villages et autres puissent être des modèles de cohésion sociale. Depuis lors, nous, nos autorités, avons tendance d'oublier l'existence même de la culture traditionnelle africaine. Et que cette fois-ci, ça fait 2 ou 3 ans que les autorités sont en train de prendre à bras le corps la promotion même de la culture africaine. C'est pour cela que dans toutes les manifestations que vous allez constater ces jours-ci, la présence remarquée de tous les chefs traditionnels de toute la Côte d'Ivoire, par ricochet, même toute la communauté étrangère. C'est une marchandise estampillée à l'identité des peuples qui le produisent. C'est pour cela qu'il est particulier, l'objet culturel. Le festival consacrera à la jeunesse et aux chefs et rois traditionnels des Côte d'Ivoire des journées de l'entrepreneuriat, de l'employabilité et de renforcement des capacités. Le FICAD 2017 enregistre le soutien du gouvernement national, de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et de la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de la République démocratique du Congo nommera un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures. L'annonce a été faite ce mercredi dans un discours à la nation prononcé par Joseph Kabila dans son adresse. Le chef de l'État a également promis la tenue d'élections selon les modalités de l'accord de cogestion signé par la majorité et l'opposition le 31 décembre dernier. M. Kabila a ajouté qu'aucune ingérence étrangère dans le processus ne serait tolérée. Le président avait consulté la veille mardi les différentes forces politiques et sociales du pays dans l'objectif de trouver un consensus après l'échec des discussions sur l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre obtenu sous la supervision de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il n'est plus question des bons offices de la CENCO. Si vous posez la question aux évêques, ils vous répondront de la même manière. Le président de la République initie des consultations avec les différentes forces politiques et sociales du pays. Chaque délégation est porteuse de ses propres propositions. Il ne nous appartient pas de dire que nous avons convaincu le président. Le président reçoit les propositions, c'est lui qui va en tirer toutes les conséquences. Je vous remercie. Non, nous ne sommes pas dans un contexte de désignation, puisqu'il est question de pouvoir finaliser l'accord du 31 par des consultations. Le chef de l'État ne peut pas dans ce contexte nommer. Vous savez tous qu'il sera immédiatement contesté. Donc il faut qu'on puisse aller par un consensus. Il s'agit de notre pays et pas de notre pays. C'est du Congo.
La République démocratique du Congo, également impliquée dans la signature d'un autre accord. Avec le Rwanda voisin, le pays a signé mardi un protocole de coopération sur la prospection du pétrole contenu dans le lac Kivu qui sépare les deux États. Les accords de coopération se multiplient donc entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment depuis la rencontre entre les présidents Joseph Kabila et Paul Kagame à Rubavu en août dernier. Et restons dans la région avec un mot de santé à présent. La République centrafricaine a déclaré mercredi plusieurs foyers d'épidémie de rougeole. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène a identifié les régions touchées comme étant celles des préfectures de la Lobai au sud du pays et de l'Ouaham Pende au nord. La situation est particulièrement alarmante dans la préfecture de la Lobai, où les pygmées figurent parmi les populations les plus atteintes. Plus d'une cinquantaine de malades, dont une vingtaine est dans un grave état. Une grande campagne de vaccination a été lancée dans les zones infectées et un appel a été lancé aux habitants pour le respect des consignes d'hygiène prescrites. La rougeole est une maladie très contagieuse. Outre la rougeole, la République centrafricaine organise aussi une campagne de vaccination contre la poliomyélite et la méningite qui frappe aussi le pays. La méningite, dont une épidémie a récemment été déclarée au Nigeria et où une campagne de vaccination massive a débuté ce mercredi. Environ 340 personnes en sont mortes depuis la fin de l'année 2016. Au sud du continent, les récents tumultes autour du président sud-africain Jacob Zuma, notamment après qu'il a limogé le respecté ministre des Finances Pravin Gordhan, ont mené son parti à se mobiliser. Mercredi, le Congrès national africain a annoncé avoir réfléchi aux nombreux appels à la démission du président lancés depuis le controversé remaniement ministériel. Le secrétaire général de l'ANC a appelé à l'unité pour calmer les divisions qui agitent le parti au pouvoir. Aucune armée dans le monde ne soumet ses soldats à l'autorité d'un général d'une armée ennemie. Donc si vous vous attendez à ce que nous rappelions Jacob Zuma parce que les forces d'opposition le veulent, ça ne marche pas comme ça. Il faut que l'ANC en discute, prenne une décision, établisse un plan. Toujours en Afrique du Sud, une action disciplinaire a récemment été lancée à l'encontre de Hélène Zille par l'Alliance démocratique, l'un des principaux partis d'opposition. Cette ancienne dirigeante du parti, qui est actuellement Premier ministre de la province du Cap occidental, avait vanté les bienfaits économiques de la colonisation dans une série de tweets le mois dernier, des tweets qui ont provoqué un tollé général dans le pays. Le chef de l'Alliance démocratique Moussé Maïmané a expliqué que les écrits d'Hélène Zille sapent le projet du parti de construire une démocratie non raciale et prospère. Il a toutefois souligné le passé d'activiste anti-apartheid de Madame Zille, qui en tant que journaliste avait notamment aidé à révéler en 1977 la dissimulation par les autorités de la mort en détention du militant afrodescendant Steve Biko. Nous avons engagé une enquête contre Hélène Zille. Les accusations se précisent et il s'agit de savoir s'il y a eu un préjudice envers la coopération interne, si l'organisation a été victime de discrédit. En tant que leader de l'Alliance démocratique, il est important pour moi de m'assurer que nous protégeons cette organisation et je crois que Hélène Zille aura la chance de répondre dans cette affaire. Peu importe le résultat, elle a le droit de se défendre, tout comme nous. Puis, nous verrons à partir de là. Dans le Zimbabwe voisin, l'opposition s'est de nouveau rassemblée aujourd'hui dans la capitale Harare. 18 partis réunis sous l'agenda national des réformes électorales ont demandé au gouvernement du président Robert Mugabe d'arrêter son contrôle des opérations de la commission électorale du Zimbabwe dans le cadre des élections de l'année prochaine. De son côté, le parti ZANU-PF de Robert Mugabe insiste sur le fait que le gouvernement doit avoir son mot à dire au sujet de la ZEC. L'opposition a alors demandé aux Nations Unies de réclamer une intervention. Les partis ont également appelé ce mercredi l'organisme régional de la communauté de développement d'Afrique australe ainsi qu'à l'Union africaine d'intervenir dans la crise électorale du Zimbabwe. Ils menacent de continuer de provoquer le chaos dans le pays tant que la situation ne sera pas réglée. Direction le nord du continent africain à présent. En Tunisie, 2 délégations gouvernementales se sont rendues mardi dans les gouvernorats de Tataouine et du Kef en proie à d'importantes manifestations contre le chômage et la pauvreté. Depuis près de 2 semaines, les habitants de la ville de Tataouine et des villages voisins, soutenus par le Bureau général de l'Union générale tunisienne du travail, font connaître leur mécontentement via des sit-ins et des blocages de routes.
Une réunion de plus de 8 heures entre la délégation gouvernementale, composée de ministres des Affaires sociales, de ministres des Relations avec l'Assemblée des représentants du peuple et porte-parole du gouvernement, et du secrétaire d'État aux communications ainsi que de jeunes manifestants, a donné lieu mardi à une déclaration de principe sur le développement et l'emploi, prévoyant une série de mesures urgentes. Au Kef aussi, où le torchon brûle depuis l'annonce de la fermeture de la câblerie de voitures Coroplast, une réunion extraordinaire du Conseil régional avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l'homme a permis de conclure à la non-fermeture de l'usine et à la réintégration des 390 employés titulaires. Les gens à Tataouine ont beaucoup écouté les promesses depuis le temps du gouvernement de Mehdi Djouma. Mais où sont les projets si les accords précédents avaient été concrétisés? Nous n'en serions pas là aujourd'hui. Notre présence aujourd'hui à Tataouine montre la volonté du gouvernement de trouver une solution par le dialogue. Et ceux qui vont à l'encontre du dialogue, je leur dis que ce n'est pas la bonne logique. C'est le dialogue qui donne des résultats et nous n'avons pas d'autre solution. En Afrique de l'Est, 5 ans après la découverte de pétrole et 4 ans après celle de gigantesques réserves aquifères au Kenya, la sécheresse qui frappe la région a ramené le comté du Turkana au Kenya à sa triste réalité, une région qui reste sous-développée et isolée. Dans la région du Turkana au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes. Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse. Restons au Kenya pour refermer ce journal avec un mot de sport. Courir le marathon en moins de 2 heures, c'est le défi fou que se sont lancés 3 athlètes, parmi lesquels le Kenyan Eliud Kipchoge. Avec l'Éthiopien Lelisa Desisa et l'Érythréen Zersenay Tadesse, le champion olympique kényan du marathon des JO de Rio 2016 a été choisi par l'équipementier américain Nike pour s'attaquer à cette dernière barrière mythique du sport. Eliud Kipchoge détient le 3e meilleur temps de l'histoire sur le 42 km 195, 2 heures 03 minutes et 05 centièmes. Passer sous la barre des 2 heures suppose donc d'améliorer de plus de 2,5% l'actuel record du monde de 2 heures 2 minutes et 57 secondes établi en 2014 par un autre Kenyan, Denis Kimeto. Et le magazine spécialisé Runner's World estime, en se basant sur l'évolution du record du monde, que la barrière des moins de 2 heures ne sera pas franchie avant 2075. Mais pour d'autres plus optimistes, tout est possible, pour peu que les conditions optimales en termes de météo, de tracé de parcours, de rythme de course et surtout de préparation des athlètes soient réunies.
Je ne pensais pas que c'était fou. J'étais heureux et j'y croyais. Et je pense que l'être humain n'a aucune limite. J'étais très heureux de participer à ce projet. Je respecte la liberté de penser de ceux qui sont pessimistes, ceux qui n'acceptent jamais rien, qui ne sont jamais d'accord avec rien. Dans ce monde, il y a 3 types de personnes. Ceux qui attendent que les choses se fassent, ceux qui suivent les gens qui ont commencé et ceux qui réfléchissent à comment faire les choses. Je pense que c'est possible de courir en dessous de 2 heures. C'est pour ça que je le fais. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. En Somalie, au moins 7 personnes sont mortes suite à un attentat à la voiture piégée dans le centre de Mogadiscio. Au Bénin, les députés ont finalement voté contre le projet de loi de révision de la Constitution porté par le gouvernement du président Patrice Talon. Et enfin, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila nommera un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures et il promet le respect des modalités de l'accord de cogestion signé le 31 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.